va commencer par cette réaction, celle du haut-commissaire des droits de l'homme de l'ONU. Voici ce qu'il déclare alors que des pays comme l'Allemagne ont décidé de fermer leurs frontières au sein même de l'Union européenne. Écoutez. J'implore les dirigeants en Afrique, dans les Amériques, en Asie et dans le Pacifique comme en Europe à agir rapidement pour créer une gouvernance migratoire globale, efficace et fondée sur des principes. Les États ont le droit de contrôler leurs frontières et de déterminer les conditions d'entrée et de résidence sur leur territoire, mais ils ont aussi une obligation à respecter le droit international, le droit des réfugiés et le droit humanitaire. Après un an en tant que haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, moi et beaucoup de mes collègues nous sentons épuisés et furieux. Épuisés parce que le système de défense des droits parvient à peine à faire face avec les ressources dont il dispose et alors que la misère humaine s'accélère. Voilà, et François Héran, grand témoin de cette édition, réagira à ce qui vient d'être dit dans quelques instants. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes démographe, directeur de l'INED. Vous êtes aussi, je crois, agrégé. J'ai été directeur de l'INED. Vous avez occupé le poste de directeur de l'INED, l'Institut national des études démographiques. Vous êtes aussi agrégé, je crois, de philosophie. Alors, l'Allemagne, on le disait, a décidé de rétablir sa frontière avec l'Autriche, semble-t-il, pour plusieurs semaines. Dans le même temps, l'Autriche, la République tchèque, la Slovaquie annoncent qu'elles font de même. Quelle est votre réaction à ces décisions qui remettent de fait en cause la liberté de circulation et la règle de l'espace Schengen ? Mais je pense que dans le cas de l'Allemagne, c'est essentiellement une mesure technique. Ouais. C'est une mesure de régulation. Vous savez, on parle beaucoup de l'appel d'air. Il y a quand même une grande différence entre les tempêtes qui bouleversent tout et puis des canalisations qu'on essaie de mettre en place et de réguler. Donc là, les nombres ont été considérables pendant un espace très restreint, mais je ne pense pas que ça remette en cause du tout la générosité de l'Allemagne envers les demandeurs d'asile et que ça remette en cause les principes mêmes de l'Europe. Je crois qu'il faut faire la... Alors, de la part des anciens pays communistes, si j'ose dire, là, la situation est différente. Ce sont des pays qui n'ont jamais été habitués à la migration, qui depuis la fin de la Première Guerre mondiale, finalement, ont à peine connu la migration dans les périodes de reconstruction. Et on le voit même dans l'ancienne Allemagne de l'Est, où tous les sondages, par exemple, sur l'attitude envers l'accueil des demandeurs d'asile sont complètement inversés par rapport à ce qui se passe dans l'Allemagne de l'Ouest, tout simplement parce qu'on n'a pas été habitué à la migration. Est-ce que vous pensez que les blocages de certains pays européens sur les réfugiés remettent en question les fondements même de l'Europe ? Je crois qu'il faut rappeler que l'Europe est un assemblage de pays aux histoires extrêmement différentes. Vous savez, vous avez à une extrémité les pays nordiques qui sont en quelque sorte spécialisés dans l'accueil des réfugiés de longue date, la Suède, la Norvège, qui en accueillent 7 à 8 fois plus proportionnellement à leur population que la France. Au sud de l'Europe, vous avez des pays qui n'ont pas du tout été habitués à l'asile parce que c'était des pays d'émigration pendant longtemps. L'Italie, l'Espagne, la Grèce, elles sont à peine équipées légalement, elles ont quasiment pas d'institutions pour accueillir et traiter les demandes d'asile. La France est à peu près au milieu. Ça, c'est le clivage nord-sud. Et puis, il y a le clivage est-ouest, entre des pays qui ont quand même été globalement assez généreux, qui sont habitués à accueillir des migrants et des demandeurs d'asile de longue date, et puis les pays de l'Est, où l'héritage communiste fait qu'on vit dans l'idée d'un système clos, d'un pays clos. Moi, je suis très frappé de voir que le rêve que nourrit le Front National d'un pays sans immigration, ni légale ni illégale, est très proche du rêve qu'avaient cru réaliser les pays communistes pendant longtemps, celui d'une société close, où on est totalement à l'écart des échanges et de la circulation. Alors vous dites de la chancelière allemande Angela Merkel qu'elle veut doubler la suprématie économique de l'Allemagne d'un magistère moral parce qu'elle sait qu'elle en a les moyens, très bien, mais beaucoup, vous l'avez dit vous-même, vous avez prononcé le mot, beaucoup accusent l'Allemagne et donc sa chancelière d'avoir créé ce qu'on appelle un appel d'air et d'être en partie responsable de ce qui se passe. En quoi est-ce selon vous une vision erronée ? Je crois que l'afflux des migrants venant de Syrie, évidemment, ne dépend pas de Mme Merkel. Mme Merkel a affronté courageusement la réalité. Je pense que c'est ça quand même qu'il faut rappeler. C'est une guerre terrible qui dure depuis 4 ans ou 5 ans. Elle est très... Le plus terrible dans cette histoire, c'est que personne n'en voit la fin. On ne voit absolument pas comment cette guerre va se poursuivre et comment elle va continuer. Donc, on n'est pas dans une situation équivalente à celle qu'on avait, par exemple, à la fin de la guerre d'Algérie
Algérie, quand on a accueilli 1 million de rapatriés, la guerre était finie, elle n'allait plus se poursuivre. Ou à la fin de la guerre civile espagnole en 1939, quand on a accueilli 500 000 à 700 000 réfugiés catalans, là, les guerres étaient finies. L'afflux des réfugiés, s'il nous préoccupe, c'est parce qu'effectivement, on n'en voit pas vraiment la fin. Il y a déjà 4,5 millions de Syriens en dehors de la Syrie. Rappelons tout de même que 40% d'entre eux sont en Turquie, dans des conditions déplorables, que beaucoup sont au Liban, beaucoup sont en Jordanie. La minorité qui seule arrive en Europe, une minorité. C'est moins de 10% depuis le début de la guerre en Syrie. Une minorité qui est assez sélectionnée quand même, plutôt jeune, plutôt instruite. Voilà, les quelques enquêtes qui ont été faites par les associations humanitaires ou par quelques chercheurs montrent, ou même simplement par le directeur de l'OFPRA qui est allé à Munich, tous concordent pour dire que c'est une immigration qui a un niveau d'instruction. Donc, ça n'est pas toute la migration syrienne, ça n'est pas toute la misère du monde syrienne, c'est une partie seulement. Et si on se la répartit correctement, et c'est ça que demande l'Allemagne, l'Allemagne demande simplement, c'est pas tellement le nombre qui fait problème. L'Europe, c'est 510 millions d'habitants. Donc 5 millions de personnes, qu'est-ce que ça représente par rapport à 500 millions? Alors justement, c'est la répartition qui est le problème. La répartition et du coup, les chiffres, vous appelez les dirigeants à revenir à la raison. La France n'est pas, dites-vous, une terre d'asile, en tout cas pas une grande terre d'asile, dans les faits. Et vous appuyez sur des chiffres. Qu'en est-il au juste précisément sur la situation de la France? Vous citez par exemple dans les médias français des chiffres sur la présidence de Nicolas Sarkozy et lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Expliquez-nous. Alors, la France reçoit en moyenne, depuis une dizaine d'années, accorde le statut de réfugié à peu près 18 000, 20 000 personnes, bon an, mal an. C'est un chiffre qui est très faible. Par an, Par an. 20 000, même pas 20 000 personnes par an. Et ça fait partie d'un afflux d'environ 200 000 personnes auxquelles les préfectures donnent des titres de séjour, des premiers titres de séjour chaque année. Il s'agit de non-européens. Donc, ça ne fait même pas 10% de l'ensemble de l'immigration. Alors, ce qui caractérise la France par rapport à l'Allemagne, c'est ça qu'on oublie, c'est que nous avons un flux relativement continu de migrants qui viennent notamment du Maghreb, d'Afrique de l'Ouest, mais aussi un petit peu d'autres parties du monde. Et ceci au titre du regroupement familial, du droit à épouser un étranger ou une étrangère. Il y a aussi là-dedans 65 000 étudiants non européens, dont une partie non négligeable resteront. Voilà ce que nous faisons depuis des décennies. Et alors, sous ce que j'appelle le septennat de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire les 2 ans où il était ministre de l'Intérieur et les 5 ans où il était président, ce chiffre n'a pas varié. Il y a eu une baisse technique après la mise en place de la loi de 2006, qui n'a pas duré. Et aussitôt après, on a retrouvé exactement le même nombre. Et il faut s'interroger sur les raisons profondes pour lesquelles les lois à répétition qui ont été votées à cette époque, après la loi 2006, une loi en 2007, une autre en 2011, qui a à chaque fois durci les conditions d'accueil, mais qui n'a jamais remis en cause le droit fondamental des migrants à venir s'installer chez nous. Donc il faut s'interroger sur les raisons pour lesquelles on n'arrive pas à modifier ce chiffre. Pourquoi ? Eh bien, c'est parce que essentiellement, l'immense majorité de ces migrants entrent au titre des droits, au titre des conventions internationales que la France a souverainement ratifiées, et on ne peut pas se soustraire, résilier ces conventions internationales. On l'a d'ailleurs entendu, François Héran, avec l'appel du haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme. Pour que l'on mesure l'ampleur du phénomène migratoire en Europe, vous appelez à la raison, mais aussi, chiffre à l'appui, vous dites qu'il faut raisonner en termes de proportionnalité, et vous utilisez, il me semble, la métaphore d'un stade de football, grosso modo, qui comprendrait 10 000 places. Oui, pourquoi ce choix ? Imaginez effectivement une de nos stars politiques haranguant une foule de 10 000 personnes dans un grand stade. Eh bien, la question de savoir s'il faut accueillir 12 000 réfugiés ou pas, c'est une personne de plus par rapport dans cette enceinte. Ouais. Nous recevons déjà à peu près 3 personnes de plus au titre du refuge. Est-ce qu'il faut en ajouter 4 ? Alors, nous avons déjà augmenté l'an dernier le nombre de réfugiés. Quand je vous ai dit 18 000 par an, ça a augmenté dans les dernières années à cause des Syriens. Et nous avons un peu amélioré le taux de réponse positive pour les Syriens. Mais enfin, la discussion, c'est de savoir si on va accueillir 3, 4 ou 5 personnes de plus dans une enceinte de 10 000 personnes. Et quand on en vient à dire que ces 3 ou 4 personnes supplémentaires risquent de menacer l'identité des 10 000 autres, risque de désagréger, car c'est le terme qui a été employé, la société réunie dans cette enceinte,
Enfin, on perd totalement le sens des proportions. Et je crois qu'il serait vraiment très important que les hommes politiques étudient sérieusement leur dossier et retrouvent tout simplement le sens des proportions. Ces hommes politiques et ces femmes politiques de droite comme de gauche disent qu'il faut faire la distinction entre les migrants économiques et les migrants politiques, c'est-à-dire ces réfugiés qui fuient en particulier la guerre en Syrie. Pourquoi est-ce que cette distinction vous paraît aberrante dans le contexte que l'on sait aujourd'hui ? Alors, moi, je comprends très bien que le Haut Commissariat aux réfugiés tienne à consolider, à garantir le statut de réfugié tel qu'il est conforté par la Convention de Genève. Ouais. Bon, et qu'on ne mélange pas ça avec d'autres statuts. Beaucoup de choses ont été faites pour empêcher qu'il y ait un détournement du droit d'asile. Mais en cas d'urgence, le problème de la Convention de Genève, c'est que ça exige de démontrer que personnellement, on est sous la menace d'une persécution. C'est un droit qui est très individuel, il n'est pas collectif. Si vous ne démontrez pas que vous êtes personnellement, vous et vos proches, en proie à une menace vraiment réelle de persécution, d'un danger réel, à ce moment-là, on ne vous accorde pas le droit d'asile. Il est évident que instruire ce genre de cas, faire un profilage extrêmement précis de la personne pour savoir si elle veut améliorer son sort ou si elle veut échapper à la situation, à la misère, c'est quand même très difficile. Alors dans un pays où les écoles sont fermées, les boulangeries sont fermées, les salaires, on l'a dit récemment, Syrie est divisé par 4, le désespoir économique est tel. Vous savez, on utilise trop souvent l'expression « ils cherchent l'Eldorado ». C'est pas l'Eldorado qu'ils cherchent. L'Eldorado, c'était un mythe européen. Et je crois qu'il faudrait quand même réfléchir un peu plus souvent aux mots qu'on emploie. Les mots sont importants. En fait, ça n'est pas l'Eldorado qu'ils cherchent, c'est tout simplement une vie normale. Une vie digne. Je rappelle que vous êtes l'auteur du Temps des immigrés, un essai sur le destin de la population française. Vous déclarez notamment aussi que vouloir réduire l'immigration est un déni de réalité. Merci beaucoup François Héran d'être venu sur le plateau de TV5 Monde témoigner donc sur cette crise migratoire.